monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu différente. Dans le fond, j'ai été voir un film récemment que j'ai beaucoup aimé et je suis ressortie de là avec plein de choses à dire sur le film et à analyser, puis à comme... Bref, tout ça. Mais il y a personne dans mon entourage qui a vu le film et je voulais pas casser les oreilles à genre les gens que je croise avec ça, donc je vais le faire en vidéo. Je vais essayer de faire ça short and sweet le plus possible, mais ça risque de durer une demi-heure quand même. Donc voilà, vous êtes avertis. Donc le film s'appelle I Saw the TV Glow, genre j'ai vu la télé briller. Et c'est un film de A24, qui est un studio quand même pas mal connu. Puis quand j'ai vu que ça sortait, j'étais vraiment intéressée à aller le voir parce que, ben, de un, A24. Ensuite de ça, il y a un des acteurs principaux que c'est Bridget Lundy Payne, que j'aime beaucoup. La soundtrack est faite par Alex G. Il y a des chansons aussi de d'autres artistes que j'aime, dont Phoebe Bridgers, qui fait une apparition aussi dans le film. Euh, L'esthétique, c'est juste une esthétique comme sombre, néon, que j'aime beaucoup. J'avais littéralement un blog Tumblr de cette esthétique-là quand j'étais ado. Bref, tout ça mis ensemble, j'étais comme, mon Dieu, il faut que j'aille le voir. Euh, mais il n'était pas trouvable dans les cinémas. Puis ça me surprenait parce que j'étais comme, A24, c'est quand même... Généralement, quand ils sortent un film, c'est quand même distribué at large. Mais bon, je pense qu'ils ont fait exprès de ne pas le distribuer autant. Fait que j'ai fini par le trouver au cinéma du parc et j'ai été le voir le soir de la Saint-Jean. On était trois dans la salle. Euh, Fait que ça a été vraiment cool comme expérience. J'étais comme tout seul dans mon coin, je braillais ma vie. Wow! Dans le fond, c'est un film qui est pas tant focusé sur la trame narrative, l'histoire. Donc, si vous êtes très focusé sur genre, oh mon Dieu, il y a un gros plot twist, puis tout ça, c'est peut-être pas nécessairement le film pour vous. C'est vraiment plus focusé sur les émotions, puis comme c'est les métaphores, puis le message en arrière qu'il essaye de passer. Moi, avant d'aller le voir, j'ai été comme quand même me renseigner sur le film, puis je pense que ça m'a aidé à mieux l'apprécier. C'est peut-être pas pour tout le monde non plus de faire ça de cette façon-là, mais moi, ça me dérange pas d'être spoilé. Puis une fois que j'ai comme plus compris justement l'histoire du film, ben j'étais plus apte à juste recevoir l'expérience puis l'apprécier plus au complet euh, pour ce que c'est. Donc, c'est un film de Jane Schoen Brown, et je pense que j'ai massacré son nom. Mais bon, et c'est une personne trans, non-binaire, transféminine. Et le film est littéralement une allégorie à justement au vécu trans. Et elle le dit, donc c'est comme confirmé et tout. Puis le voir de cet angle-là permet de vraiment plus comme comprendre, mais en même temps, je veux pas que les gens soient comme oh mon Dieu, c'est une histoire trans, ça va pas me toucher, j'irai pas le voir. Euh, à part le fait que ça raconte un vécu trans, les deux comme focus principaux, c'est d'avoir le choix en fait de soit affirmer sa vraie identité, de s'affirmer comme on est, de se présenter au monde comme on est, mais de faire face à des difficultés et tout, puis que ça soit pas un chemin facile et peut-être perdre des gens de notre entourage autour. Donc oui, c'est relié au vécu trans, mais comme ça peut être applicable envers n'importe qui a juste déjà struggle avec son identité ou genre euh, de décider de montrer une partie de soi euh, ou de pas décider de le montrer. Puis justement, c'est le choix entre décider de le montrer ou euh, prendre le chemin plus safe et le réprimer, mais que ça nous mange de l'intérieur. Donc, c'est vraiment cette dualité-là qui, c'est ça, peut s'appliquer à vraiment comme plein de choses dans la vie. Donc ça, c'est un des focus principaux. L'autre, c'est vraiment, Jane voulait vraiment focuser sur, c'est un thème dans son ancien film aussi, We Are All Going to the World's Fair, je pense, mais sur les médias. Et dans ce cas-ci, c'est comment on peut vraiment s'attacher à un film, une série, et comme vraiment s'évader un peu là-dedans pour comme oublier notre quotidien ou comment euh, particulièrement les deux personnages principaux sont vraiment outcasts quand ils sont ados et tout. Donc, je trouve ça intéressant que ça aborde justement le lien entre justement des jeunes qui se sentent comme isolés et tout, et un média qui va leur apporter du comfort et auquel ils vont vraiment s'identifier et qui peut se servir un peu d'échappatoire et devenir un peu obsessif aussi. Donc ça, c'est les deux thèmes principaux. Donc, en résumé, l'histoire suit deux personnages, Owen et Maddie.
Dans le fond, Owen, on le voit au début quand il est vraiment plus jeune et il voit des annonces à la télé d'un show qui l'intrigue vraiment et qui le fascine vraiment, mais il peut pas le regarder parce que c'est trop tard, ses parents le laissent pas le regarder et tout. Puis il tombe sur Maddie, à un moment donné, qui lit un livre, comme un guide d'épisode de cette série-là. Donc il commence à connecter et tout, puis Owen va chez Maddie clandestinement, tu sais, en faisant semblant d'aller à un sleepover, puis en allant chez Maddie à la place, pour regarder un épisode. Et à partir de là, les deux sont obsédés par cette série-là. Dans le fond, l'histoire se passe vraiment en 3 temps. C'est comme l'enfance slash début d'adolescence, fin d'adolescence, début de l'âge adulte, et comme autour de comme 30 ans, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, au fil du temps, en fait, les deux sont vraiment investis dedans. Mais Maddy, à un moment donné, fait est-ce que tu trouves que la série qui s'appelle The Pink Opaque, ça ressemble plus à. Ça file plus comme la vraie vie que notre vraie vie? Puis Owen est comme oui, mais comme non, je veux pas. En tout cas, je veux pas le voir comme ça. Puis éventuellement, Maddie dit il faut que je parte et elle disparaît. Et en même temps, la série arrête d'être projetée. Euh, et bon, éventuellement, là on rentre dans les spoilers, mais éventuellement Maddie revient et dit qu'en fait elle a été dans le monde de Pink Opaque. Dans le fond, les deux s'identifiaient vraiment à un personnage. Donc Maddie c'était euh, Tara, je pense. Puis Owen s'identifiait vraiment à Isabelle. Donc c'est les deux protagonistes du show de Pink Opaque. Donc, Maddy revient et dit j'ai été dans l'univers de Pink Opaque, c'est comme la vraie vie en fait. Et je suis Tara. Et tu es Isabelle. Et il faudrait que tu viennes parce que là, on est comme pris dans un genre de limbo euh, un peu enfer dans le show. Il y a comme un grand méchant qui s'appelle Mr. Melancholy. Puis ils auraient comme banni dans le Midnight Realm qui est en fait la vraie vie un peu, là, l'univers dans lequel ils sont. Euh, et c'est ça, ils sont comme dans un cauchemar. Dans le fond, Maddie a fait le choix de passer euh, dans le monde de Pink Opaque, qui est comme le monde auquel elle appartient. Sauf que ça n'a pas été un procédé facile. Elle a dû se faire enterrer vivante et sortir en y allant avec ses mains, là, genre en enlevant la terre avec ses mains et tout, pour finalement comme renaître un peu de l'autre côté. Et elle invite Owen à faire de même, une première fois. Euh, mais en fait, la première fois, c'est quand elle dit qu'elle va s'enfuir, puis Owen décide de pas la suivre finalement, mais elle l'avait invitée. La deuxième fois, c'est ça, elle revient, puis elle est comme Owen, faut vraiment que tu viennes, on fait ça ce soir, on va t'enterrer vivant, tu vas en ressortir, puis comme tout va être chill. Puis éventuellement, Owen, en fait, il se rend sur le terrain de foot avec Maddie, là où ils sont censés l'enterrer et tout. Puis à la dernière minute, il freak, puis il repousse Maddie, puis il s'enfuit en courant. Je l'ai dit là, comme t'es dans les spoilers, mais je suis en train de tout raconter le film. Donc voilà. Euh, et après ça, ça va à comme. Owen est comme dans la mi-trentaine, mettons. Et il n'a pas revu Maddie depuis. Il travaille encore dans comme dans son centre de. C'est un genre de centre d'entertainment pour jeunes, là, avec des jeux gonflables et tout. Euh, Puis, en fait, les couleurs, tu sais, les couleurs tout le long du film ont été vraiment très vives, mais c'était comme vif d'une façon joyeuse. Puis plus le film avance, plus c'est des couleurs vives, mais qui sonnent faux comme. Puis là, on est vraiment là-dedans, dans le fond. Il est comme dans un centre d'amusement où toutes les couleurs sont vraiment vives, mais comme ça a l'air d'un liminal space. Là. Tout sonne faux, puis t'es comme mal à l'aise et tout. Donc, il travaille encore là. Ses coworkers ont comme pas vieilli, mais lui, il a vraiment vieilli, il a de l'air magané. Euh, oui, il a l'air vraiment magané. Il a littéralement de l'écume sur le bord des lèvres, comme séché. Il a l'air d'être en train de mourir. Puis, justement aussi, tout au long du film, en fait, Owen fait de l'asthme. Et plus le film avance, plus son asthme est sévère. Euh, Comme symbolisant un peu le fait qu'il est comme enterré vivant. Il est en train de mourir. Il est en train de se faire étouffer par justement ce secret-là et tout. Euh, donc, à la fin, il respire, puis comme tu l'entends, les à chaque respiration, c'est vraiment pénible. Et bref, il fait une fête d'anniversaire avec ses collègues et tout. Puis à un moment donné, il y a une genre d'attaque de panique. En fait, tout le monde fige.
c'est une figure de style, là, mais tout le monde fige en regardant vers le plancher, puis comme personne est au, comme, personne réagit à ce qui se passe. Mais lui, il est en train d'avoir une grosse attaque de panique, puis il fait genre, en fait, il se met à crier, c'est un cri vraiment déchirant, puis il dit comme, I'm dying right now. Puis comme, on dirait qu'il vient de réaliser justement que comme euh, tout ça, tout ce qu'il a réprimé pendant des années et qui continue à réprimer, c'est en train de le tuer littéralement. Puis plus dans la trame narrative du film, c'est comme s'il était enterré vivant dans l'autre monde, mais qu'il n'en était pas sorti, donc il est en train d'étouffer vivant. Donc il fait ce cri-là, lancinant et tout, puis personne réagit. Il appelle pour sa mère, et personne réagit. Éventuellement, il se pousse, puis il s'en va aux toilettes. Puis là, continue le genre de breakdown, et il s'ouvre le chest avec un box cutter, là, un exacto. Puis quand il ouvre, ce qu'on voit, c'est de la statique de télé, comme avec un éclairage mauve et tout, là, euh, qui a été comme une constante pendant le film, qui représente le show et qui représente donc son vrai univers et ce qu'il est vraiment. Donc, c'est justement Yusei, c'est de la statique de télé qui est là, puis tu le vois qu'il sourit, tu sais, il pleure encore, mais il sourit parce qu'il voit qu'est-ce qui est là, puis il est comme, ok, mon vrai moi est encore là. Euh, et il décide finalement de le refermer. Et le film finit il retourne au travail, puis il fait juste s'excuser à tout le monde, puis genre, sorry for what happened before, puis genre, il fait juste s'excuser d'exister en fait. Et le film finit comme ça. Ouais. Donc là, je vais tomber plus dans l'analyse et éventuellement mon appréciation. Mais c'est ça, pour l'analyse, j'ai vraiment beaucoup de points à aborder et j'ai pas une bonne mémoire. Donc, je me suis pris des points en note sur une feuille de papier et malheureusement, je vais un peu me fier sur la feuille de papier, donc vous allez me voir lire un peu, mais bon, c'est la vie, écoute, on fait ça comme on peut. Donc, au niveau plus comme visuel, puis comme au niveau technique et tout, euh, dans le fond, bon, c'est ça, le thème, c'est vraiment. Tout le film se passe dans des couleurs comme néon, puis il y a une ambiance dark, mais comme. Euh, puis le thème de couleur du drapeau trans revient beaucoup. Donc le blanc, le rose et le bleu sont très visibles dans plusieurs scènes. Juste la scène du début, il est jeune, puis il fait comme. Tu sais, quand t'es en maternelle, t'es en cours d'éduc, puis il y a le parachute, puis là tu t'en vas te cacher en dessous et tout. Puis le parachute est comme à ces couleurs-là. Mais juste tout au long du film, ça revient, donc c'est comme un petit rappel subliminal. Au niveau du visuel, c'est ça. Jane a utilisé plusieurs comme. Puis là, je ne connais pas, mais comme plusieurs médias différents dans le sens que on voit beaucoup de scènes du show de Pink Opaque, euh, qui est un show comme qui est censé ramener vraiment à l'ambiance des shows des années 70 comme Buffy Against the Vampires ou euh, pas Goosebumps, mais tu sais, des shows un peu comme horreur qui passaient comme euh, juste avant que le programme de nuit embarque sur, mettons, genre Télétoon, ce genre de show-là. Donc, c'était cette ambiance-là qu'elle voulait recréer. Et pour ça, elle a utilisé des VHS périmés pour l'effet justement vieux et tout. Puis des médias plus récents, et il y en avait comme deux, là, je me rappelle plus. Puis elle a tout mis ça ensemble. Puis c'est ça qui a donné l'effet pour le show de Pink Opaque. Je trouve que c'est vraiment réussi. Donc voilà, je m'y connais pas au niveau technique, mais c'était un bon truc niveau technique que je ne comprends pas, mais c'est un bon truc. Donc, au niveau des personnages, Justice Smith qui joue Owen a parlé un peu de comment il s'était préparé à jouer le rôle. Puis, dans le fond, il voulait vraiment donner, parce que Owen est un personnage trans et comme une femme trans qui s'assume pas. Puis pour jouer ce rôle-là, il s'est vraiment mis à, en fait, au niveau de sa démarche et tout, il faisait en sorte vraiment qu'il n'ait pas de l'air à l'aise dans son corps. Donc, tu sais, il marche, puis comme, tu le vois là qu'il n'est pas à l'aise, puis comme. Puis même au niveau de sa voix, c'est ça que j'ai trouvé fascinant, mais au niveau de sa voix, il a fait un travail pour que sa voix sonne, puis tu le vois dans le film, t'es comme, sa voix est pas normale, mais que sa voix sonne comme pognée dans sa gorge. Euh, Justement parce qu'il n'est pas à l'aise avec rien de son corps, ni avec sa voix et tout. Euh, Puis en tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant qu'il ait fait ce travail-là, parce qu'au début, tu peux l'entendre, puis si tu connais pas le contexte, c'est comme. Il sonne bizarre, tu sais. Mais c'était voulu comme ça. Je l'ai mentionné tantôt, mais je le rappelle parce qu'on est dans cette catégorie-là de comme du visuel et de la technique et tout. Mais justement, plus le film avance, plus les couleurs deviennent comme
juste fausse en tête, mais comme, tu sais, c'est toujours des couleurs vibrantes, mais au début, c'est vibrant et comme envie et genre joyeux et tout. Puis plus le film avance, plus c'est vibrant, mais comme dans un univers qui te rend vraiment mal à l'aise. Ça joue beaucoup sur l'ambiance du film. Euh, Puis je pense que c'est essentiel qu'il ait fait ça, là. Et le dernier truc, c'est la soundtrack. Euh, Soundtrack magnifique, by the way. Mais il y a beaucoup de chansons, en fait, que c'est des reprises. Euh, Puis j'ai un peu partagé là-dessus sur comme est-ce qu'il aurait dû utiliser les vraies tunes parce que au niveau de la nostalgie et tout, comme c'est des tunes que je connaissais puis j'étais vraiment hype de voir, mais comme euh, c'est le fait que ça soit un cover, des fois t'es comme ah, mais en même temps je comprends pourquoi ils ont fait des covers parce qu'ils ont comme ces chansons-là, ils les ont pris puis ils ont mis un peu à l'ambiance du film, donc plus dreamy, un peu plus glitchy aussi. Tu sais, l'exemple que j'ai, c'est une tune qui joue au début puis qui est dans l'annonce aussi. Anthems for a 17-year-old girl. C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais ado, que je connectais vraiment. C'est vraiment une chanson dreamy à la base aussi. Euh, Puis c'est ça, je l'ai revu dans le film puis j'étais comme, oh mon dieu. Mais dans le fond, ils ont fait un cover, puis le cover est comme plus. C'est moins. C'est encore instrumental, mais comme moins instrumental, moins focusé sur l'instrumental et plus. Tu sais, la voix est vraiment comme très. C'était déjà dreamy, mais ça l'est encore plus. Puis ils ont mis un aspect comme de glitch un peu. Donc des fois, comme. Ça va skipper des beats à un moment donné pour arriver à continuer la tune et tout. Juste pour te déstabiliser un peu, mais en même temps, ça fit tellement avec l'ambiance du film que je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça. Anthems for a 17-year-old girl. C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais ado, que je connectais vraiment. C'est vraiment une chanson dreamy à la base aussi. Euh, Puis c'est ça, je l'ai revu dans le film, puis j'étais comme, oh mon dieu. Mais dans le fond, ils ont fait un cover, puis le cover est comme plus. C'est moins c'est encore instrumental, mais comme moins instrumental, moins focusé sur l'instrumental et plus, tu sais, la voix est vraiment comme très. C'était déjà dreamy, mais ça l'est encore plus. Puis ils ont mis un aspect comme de glitch un peu. Donc des fois, comme ça va skipper des beats à un moment donné pour arriver à continuer la tune et tout. Juste pour te déstabiliser un peu, mais en même temps, ça fit tellement avec l'ambiance du film que je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça. Donc, c'était ça pour la soundtrack. Je trouve que ça a vraiment bien été fait. Au niveau des personnages principaux, j'ai comme juste 2 points là-dessus, mais c'est ça, au début du film, on voit vraiment que Owen et Maddie sont les deux des kids vraiment solitaires dans leur façon d'être, puis comme ils ont comme pas d'amis, puis ils se réfugient vraiment dans le show, donc je trouvais ça important qu'ils le montrent. Euh, Puis leurs interactions sont vraiment comme, pas malaisantes, mais comme euh, ça sous-entend vraiment que les deux sont comme neurodivergents, puis que c'est ce genre d'interaction-là qui se passe. Je trouvais ça important qu'ils le mettent dans le film parce que souvent, pour les personnes neurodivergentes, ce genre de justement d'escapism-là dans des médias est plus courant. En montrant cette réalité-là, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, En tant que personne neurodivergente et queer et qui était rejet à l'école, wow, ça venait comme. Je sais pas, ça venait vraiment chercher quelque chose, là. Sinon, l'autre point que j'ai noté, c'est que, tu sais, on voyait un peu la vie de famille aussi de ces personnages-là, puis on le voyait pas beaucoup, là. Il y avait pas de scène vraiment, tu sais, je sais pas, de souper à table avec les parents ou quoi que ce soit, là. C'était vraiment très, très minime ce qu'on allait sous-entendre ou voir, mais on comprenait quand même ce qui se passait. Donc, euh, justement, la première fois qu'Owen va chez Maddy, il est genre, ah, est-ce que je peux dormir ici? Puis elle était comme, oui, oui, mais comme, sois parti le matin parce que sinon mon père va me casser le nez comme la dernière fois. Puis c'est juste mentionné comme ça, puis après ça, on passe à autre chose, mais comme, on comprend un peu le pourquoi, justement, tu sais, Maddy, à ce moment-là, est encore dans l'ambivalence de, comme, faire son coming out ou pas, justement, de passer du côté du pink ou pas. C'est ça l'équivalent dans le film. Puis on comprend justement qu'il y a un aspect que c'est vraiment sa famille euh, qui le presse un peu, puis elle sent qu'elle n'est pas safe de le faire, puis finalement elle décide de le faire puis de s'en aller. Tu sais. Et du côté d'Owen, on voit sa mère, surtout au début, on sent que c'est une personne vraiment comme bienveillante et tout, puis que Owen a quand même une bonne relation avec elle. Mais elle tombe malade, puis elle meurt comme peut-être au tiers du film.
Puis ensuite, Owen est laissé avec son père, qui est, en fait, si on fait le parallèle avec The Pink Opaque, c'est comme Mr. Melancholy, le gros méchant. C'est littéralement le père d'Owen. Puis on le voit littéralement dans le physique du personnage. Pour ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais comme dans The Pink Opaque, c'est vraiment comme un genre d'homme-lune, déformé et tout. Puis quand on voit le personnage qui est le père d'Owen, ça ramène vraiment à ça. Là, genre, il est chauve, il est comme tout plissé, puis il a un air vraiment stern, en tout cas, vous avez compris, là. Austère. Un air vraiment austère. Et puis on comprend tout de suite que c'est ce lien-là. Puis ce personnage-là, on le voit pas énormément, mais à chaque fois qu'on le voit, c'est vraiment frappant. La première fois qu'on le voit, c'est Owen qui demande en fait à sa mère euh, est-ce que je peux aller regarder The Pink Opaque? Puis on voit la réponse de sa mère qui est comme ah, tu sais, c'est past ton bedtime, mais ok, tu sais. Puis après ça, ça revient à la réalité où c'est lui en fait qui demande ça à son père, puis son père fait juste faire Isn't it a show for girls? Tu sais, d'un air vraiment comme condescendant et tout. Puis tu comprends que, ok, il y a beaucoup d'homophobie puis de transphobie qui est là. Puis c'est ça l'ambiance, puis en fait. Puis son père est pas très accueillant, puis il est pas à l'écoute pantoute, tu sais. Puis les autres fois qu'on le voit, à un moment donné, Owen, je reviens dans l'histoire, un autre spoiler, mais à un moment donné, Maddie montre le dernier épisode de la série à Owen pour lui faire comprendre un peu ce qui se passe. Puis le dernier épisode, c'est justement Mr. Melancholy qui arrive avec Tara et Isabelle et qui les enterre vivantes et les envoie justement dans le Midnight Realm et tout. Donc il se passe tout ça. Puis Owen voit ça, puis ça le touche vraiment beaucoup. Puis on dirait qu'il fait le lien avec la vraie vie et tout. Puis en fait, la scène, c'est qu'il se fait comme absorbé par la télé. Il est en train de littéralement de passer à travers la télé. Puis son père arrive et le tire de force, mais vraiment de façon violente pendant que Owen crie. Euh, puis ensuite, il force Owen à aller sous la douche, puis comme il est quasiment en train de le waterboarder. C'est vraiment violent ce qui se passe. Puis comme Owen crie, puis son père arrête pas. Fait qu'on voit justement ce genre de justement ce parallèle-là de il l'a comme tiré puis l'a ramené à être closeted, genre, puis de façon violente, puis comme il force, puis genre tu vas rester là, tu sais. Donc il y a ça, puis en fait on le voit dans l'hésitation de Win quand il se fait inviter par Maddie. Une des fois, tu sais, il va pas la première fois, puis il finit par aller voir une voisine, puis faire comme je peux pas quitter ma famille. Hein. Je me rappelle pas de ce qu'il dit exactement, mais ça revient à ça. Il voudrait aller de l'autre côté, mais il peut pas parce qu'il tient à sa famille, puis il veut pas les perdre. C'est une réalité que beaucoup de gens queer vivent. Euh, Moi, j'ai été chanceux, puis ma famille est super acceptante et c'est ça, aimante et tout, mais il y a beaucoup de gens queer, particulièrement les personnes trans aussi, euh, qui vont se faire mettre dehors, renier par leur famille et tout. Donc, ça venait un peu rechercher ça. Puis ça explique un peu plus pourquoi Owen décide de rester closeted, puis pourquoi il s'affirme pas, puis pourquoi il se lève pas à lui-même aussi. Euh, donc, je trouvais ça intéressant. C'était une grosse parenthèse, mais bref, ça, c'était les personnages. On va passer au prochain sujet. Donc, mes prochains points, c'est vraiment plus comme le lien justement avec l'allégorie trans qui est ce film, en fait. Des fois, il y a un bris du quatrième mur où Owen s'adresse directement au spectateur. Il se retourne, il regarde la caméra, puis genre, je sais pas, cette journée-là, j'ai décidé de regarder tous les films, tous les épisodes de The Pink Opaque. Et je ne me lassais pas. Puis après ça, ça recommence, tu sais. Mais il parle vraiment à toi. Euh, mais je pense que ce mécanisme-là servait un but précis qui est utilisé par... En fait, il y a d'autres trucs qui viennent renforcer ce but-là, mais comme de mettre l'emphase sur comme le détachement que tu peux ressentir envers ta propre vie. Puis c'est justement ça, tu sens que Owen est littéralement en train de narrer sa propre vie, et puis qu'il y a vraiment comme un détachement, comme s'il voyait sa vie se passer devant lui, euh, puis qu'il n'était pas tant connecté à ça. Donc, je trouvais ça intéressant qu'il ait utilisé ce mécanisme-là pour ça. Ben, en tout, moi, je le comprends comme ça. Mais c'est des choses qui reviennent avec plusieurs autres trucs que je vais aborder.
Donc, il y a un moment où Owen et Maddie sont sur comme les estrades du du terrain de football de leur école et tout, puis ils se parlent. Puis Maddie dit comme d'emblée, parce que Owen est comme ah, j'aimerais ça revoir de Pinko Peak avec toi. Puis Maddie dit d'emblée, genre, tu sais que je suis intéressée envers les filles, genre, dans le sens que espère pas que ce soit une romance. Puis comme ouais, ouais, ok, je le voyais pas pantoute comme une romance. Ben, il le dit pas, mais comme il est genre, ok, t'aimes les filles, fine. Euh, puis après ça, Maddie est comme, toi, est-ce que t'aimes les filles? Puis comme, je sais pas. Puis genre, puis est-ce que t'aimes les gars? Puis genre, je sais pas. Euh, En fait, je pense que j'aime les shows télé. Puis c'est comme, c'est quand même iconique comme moment, mais comme ça vient justement ramener le fait que, en fait, il est pas à l'aise avec lui-même, il est pas à l'aise avec son identité de genre, ce qui est vrai, littéralement comme essentiel à justement à son identité et tout, puis il est pas à l'aise avec ça, puis il se l'avoue pas à lui-même, donc il est clairement pas rendu à explorer sa sexualité. Tu sais, t'es pas pour faire comme, ok, je suis hétéro, ok, je suis lesbienne, si tu t'es pas avoué que t'es une fille encore. Donc il a zéro touché à ça, puis il y a vraiment un blocage là-dessus, puis il le dit après. Et genre, quand j'essaie de penser à ce genre de truc-là, j'ai juste l'impression que quelqu'un a comme tout vidé mon intérieur, puis il y a juste un gros vide, puis ça me fait peur, puis tout. Autre truc pour le symbolisme, dans le show télé, comme les deux personnages principaux ont un tatou, un genre de tatou qui shine, là, qui glow, justement, qui est comme néon, d'un fantôme dans le cou. Puis il y a une scène où Maddie fait juste lui dessiner justement, au crayon rose, un tatou de fantôme dans le cou, comme dans le show. Euh, Puis tu le vois le lendemain matin, puis il est dans la douche, puis il frotte vraiment pour le faire partir. Mais tu sais, il était. Dans le moment, c'était vraiment quelque chose de fort, mais tu sens par après qu'il est comme. Mais il faut pas que les gens le voient, tu sais. Puis je le perçois de deux façons, comme il faut pas que les gens le voient, puis m'identifient comme. Là, on fait le lien comme étant queer. Euh, mais il y a aussi lui qui se l'avoue pas à lui-même puis qui essaye de le faire partir parce que c'est comme un rappel de ce qu'il s'avoue pas, tu sais. Puis le fait que ce soit un fantôme aussi, je trouvais ça intéressant parce que, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une symbolique qui a été quand même présente dans ma vie. Je me sens vraiment comme un peu comme un fantôme dans ma propre vie. Euh, je pense que ça ramenait aussi cette idée-là de détachement, comme de dissociation envers sa propre existence. Donc je pense que ça a contribué à ça. C'est ma lecture à moi. Là, je l'ai comme pas vraiment. J'ai pas entendu d'autres personnes en parler, mais moi, c'est ma lecture à moi de la chose. Il y a le fait aussi que, en fait, quand il travaille au Fun Center, il est comme incapable de connecter avec ses collègues. Il y a une scène où comme ils sont tous dehors comme en pause et tout, puis les gars, c'est tous des gars ses collègues, puis ils sont comme en train de faire des genres de jokes de, tu sais, vraiment de vestiaire, là, de gars, là, un peu trash, nanana. Puis il rit et tout, puis Owen est vraiment retiré de ça, puis comme renfermé et tout, puis il y a un de ses collègues qui est comme, ben voyons pourquoi tu parles pas, genre, fais quelque chose, tu sais, nanana. Puis Owen répond pas, puis je le perçois de deux façons. D'une façon, justement, quand t'es pas à l'aise avec qui t'es, puis quand t'es dans ce genre de questionnement-là existentiel et que tu vis tout ce tourment-là, en fait, tu vas avoir tendance à t'isoler des autres pour te protéger de toi, puis parce que tu sais pas comment être avec les autres aussi. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Puis il y a aussi le fait que, c'est ça, tous ses collègues, c'était vraiment une gang de gars, puis à ce moment-là, c'était vraiment une discussion très cliché, genre boys club un peu, tu sais. Puis Owen étant une femme trans, ben justement, je pense que ça ramenait le fait qu'il ne fit pas là-dedans. Puis là, je dis il parce que on parle du personnage d'Owen qui a pas fait son coming out, qui est dans le déni tout le long du film, puis on réfère à lui en tant qu'il tout le long du film, mais c'est une femme trans, on le comprend. Euh, Tellement c'est Isabelle, tu sais. Mais bon, pour des soucis de clarté, donc il, Owen. Euh, donc c'est ça, il connecte pas avec cette gang de gars-là parce que justement, il fit pas là-dedans, c'est pas son genre de gang. Je pense que ça ramène ces deux aspects-là aussi en même temps. Fait que je trouvais cette scène-là, j'arrête pas de le dire, mais je trouvais cette scène-là intéressante. Et, donc il y a une scène à un moment donné où on le voit essayer une robe, puis c'est comme la même robe que Isabelle dans le show, donc c'est vraiment comme un parallèle de comme il commence à devenir la personne ou d'explorer la personne qui est vraiment. Tu le vois mettre la robe, puis tu vois Maddy sourire instantanément, puis comme parce que Maddy le reconnaît tout le long du film.
euh, on voit qu'elle voit qui Owen est, puis elle essaye de le guider à travers ça. Donc, Maddie sourit instantanément, puis Owen, tu vois qu'il essaye de se contenir et tout, puis éventuellement, tu le vois, malgré lui, est-ce qu'il c'est un sourire parce qu'il est bien, tu sais. Puis c'est une scène vraiment rapide. Euh, puis à ce moment-là, on voit comme un mélange des deux réalités où, comme tu vois, Owen et Maddie, Owen qui porte sa robe, euh, qui s'en vont sur le terrain de foot, puis la lune dans le ciel, c'est comme la lune du show qui est un peu Mister Melancholy et tout. Fait qu'il y a comme un mélange des deux univers. L'antagoniste, elle dit You'll forget everything, your real name, donc ton vrai nom, donc le nom de qui tu es vraiment, donc ton, mettons, Owen, ça serait Isabelle, donc il oublie qu'il est Isabelle. Um, your superpower, your heart, donc qui tu es vraiment. You won't even remember that you're dying. C'est ça, dans le fond, tu te convaincs tellement que tu fais la bonne chose, puis que tu réprimes, puis que ça n'existe pas et tout, que tu te mens toi-même et tu essaies de ne pas te rendre compte que c'est en train de te tuer tranquillement. Donc oui. Puis c'est après ça que Owen a une prise de conscience, après cet épisode-là. Donc c'est ça, encore là, le fait que comme le processus pour passer de l'autre côté, ce soit de se faire enterrer vivant, puis ensuite de ressortir avec ses mains, là, en se creusant jusqu'à la surface. Je pense que ça illustre justement le fait que le coming out est pas une étape facile, particulièrement pour les personnes trans. Donc, se faire enterrer vivant, euh, accepter une certaine mort de qui tu étais avant, euh, puis en sortir avec ses mains dans le sens que le processus du coming out puis de la transition, c'est pas facile. C'est comme, tu sais qu'il faut que tu accèdes au bonheur de cette façon-là, mais ça va être difficile de te rendre. Puis justement, ça peut passer par justement faire ton coming out aux gens proches de toi, ressentir beaucoup d'incompréhension, de gens qui vont quitter ta vie, euh, de gens qui vont te dire que tu mérites pas d'exister, des choses comme ça. Euh, donc ça vient avec beaucoup d'adversité, mais de faire le choix justement de se faire enterrer vivant pour en ressortir. C'est faire le choix de passer à travers ce processus-là de transition qui va être vraiment rushant, mais que tu sais qu'éventuellement c'est pour le mieux. Euh, Donc, c'est ça. C'était la petite métaphore. Au niveau des médias et tout, on voit qu'au début, The Pink Opaque est vraiment comme. Ça les fascine vraiment, puis c'est gros pour eux et tout. Puis éventuellement, Owen le regarde en streaming à la place de comme l'attraper comme en deuxième émission à l'heure précise et tout, puis être fasciné. Puis tu vois le show, puis c'est vraiment. C'est quétaine, puis ça sonne cacane, puis ils connectent plus pantoute avec de la même façon. Puis c'est un peu justement pour montrer justement, je pense qu'on a tous vécu ça un peu, là, d'avoir un média qui nous fascine vraiment quand on est kid, puis ensuite euh, d'être un peu désillusionné face à ça, puis que ça fasse plus le même effet pantoute. Pour moi, ça a été Harry Potter, ça a été vraiment l'histoire qui m'a euh, sauvé quand j'étais kid. Je m'évadais là-dedans pour éviter des trucs vraiment rough et ça m'a permis de passer à travers ces trucs-là. Et j'étais vraiment dedans dans le sens que comme je pensais que j'allais recevoir ma lettre de Poudlard et j'étais vraiment investi et tout dans l'univers. Euh, puis par après, j'ai continué à regarder ces films-là puis à lire à lire ces films-là, à lire ces livres-là. Euh, Souvent, au cours de mon adolescence et tout, c'était comme justement de la nostalgie et tout. Puis éventuellement, il y a eu le désillusionnement dans le sens que, de un, clairement, juste par le fait du temps qui passe, ça n'avait pas la même portée dans le sens que je m'évadais plus autant dans cet univers-là. C'était comme un. C'est un peu de la nostalgie, puis d'être comme oh wow, j'ai déjà aimé cet univers-là. C'est cool de me remettre dedans, mais pas genre. Ça prenait pas autant de place dans ma vie, ça avait pas le même impact du tout. Euh, Puis particulièrement avec ça, là, je fais le lien juste parce qu'on parle de transidentité et tout, mais le fait que J.K. Rowling soit devenue juste activement transphobe, elle passe tous ses moments sur les réseaux sociaux à juste être transphobe au lieu de faire d'autres choses de plus productif. Ça a vraiment, puis je pense que pour beaucoup de personnes queer, Harry Potter était un refuge où tu disais justement, Poudlard accepte tout le monde comme ils le sont.
Euh, et ce clash-là de J.K. Rowling qui vire complètement turf et tout, ça a été un gros choc. Mais bref, ça amène justement ce fait-là que le média auquel tu t'attaches quand t'es plus jeune aura pas le même impact 20 ans plus tard. Puis il va sonner cacane aussi et il va comme avoir l'air con un peu quand tu le regardes. T'es comme voir que ça me faisait autant d'effets, puis là ça a juste l'air vraiment quétaine et passé date, tu sais. On arrive dans la séquence de la fin, justement, avec Owen qui est rendu dans la trentaine et tout, qui est magané, qui travaille encore au Fun Center. Puis au début, justement, il y a un bruit du quatrième mur, il est en train de narrer tout ça, puis il regarde directement dans la caméra, puis à un moment donné, il fait I have a family and I love them very much. Puis après, c'est passé à autre chose, mais comme tu vois, c'est comme. Ça sonne pas pantoute euh, authentique, en fait, qui est vraiment détaché de ça, puis il dit ça parce que c'est ce qu'il essaie de se faire croire, mais comme tu sens que c'est pas authentique, pantoute, puis c'est le narratif qui se fait croire pour sa propre vie et tout. Donc, il s'est mis dans une relation, encore là, je sais pas son orientation sexuelle parce qu'il l'a pas exploré non plus, mais probablement une relation qui est peut-être pas reliée à ses vrais désirs et tout. Puis il a construit une famille et tout, mais comme il est même pas lui-même là-dedans, puis c'est difficile d'aimer d'autres gens de façon romantique ou de créer une famille euh, quand t'es pas capable d'être toi-même. Pantoute, tu viens vivre un mensonge euh, envers le public, envers les gens à la job, envers les gens que tu croises, c'est une chose, mais comme envers euh, ton significant other, comme la personne qui partage ta vie, euh, et littéralement faire des enfants et comme devoir continuer à prétendre 24/7, c'est une autre affaire. Donc, c'est ça, je vous ai parlé de la scène après ça au Fun Center où il se met à avoir une attaque de panique, il crie, tout ça. Il s'ouvre, nanana, il se referme et ça finit qu'il s'excuse et tout. C'est une fin, il y a beaucoup de gens qui ont vu le film qui n'ont pas aimé cette fin-là parce que c'est une fin euh, ouverte un peu, là, t'as pas de closure vraiment. Puis c'est un peu triste de la façon que ça finit. En tout cas, ça finit pas de façon positive. Euh, Parce qu'il est encore pogné là-dedans. Puis comme, en tout cas, il y a eu cette réalisation-là, on dirait, quand il s'est regardé dans le miroir pendant son attaque de panique, il s'est ouvert le chest et tout. On dirait qu'il est comme, c'est là qu'il a vraiment vu qui il était, puis pris conscience de ça. Euh, et sur le moment, il fait le choix de faire semblant, puis de continuer sa vie et tout, mais c'est sur le moment. Donc, on ne sait pas ce qui se passe après. Donc, c'est une fin ouverte, donc on ne sait pas encore quel chemin il va prendre, s'il va faire son coming out ou vivre toute sa vie dans le mensonge. Euh, c'est clair que s'il fait son coming out, c'est impliqué dans le fait, dans son vieillissement précoce et tout. Euh, Toutes ces années-là de répression de qui il est l'ont affecté et ça va pas partir comme ça. Donc le fait de faire son coming out tardivement va faire du bien, le plus tôt le mieux, mais comme il va porter ça à vie, clairement. Mais c'est ça, il reste l'espoir que après qu'il en ait pris conscience, qu'éventuellement il va décider de faire son coming out et de vivre de façon authentique. Euh, et cet espoir-là est comme ramené par une scène qu'on voit, je pense, avant cette scène-là, mais en tout cas, vers la fin du film. Juste un plan sur comme la rue et tout, les maisons et tout, puis euh, il y a des dessins comme à la craie sur la rue et tout. Et au milieu de ces dessins-là, c'est juste écrit en gros à la craie. There is still time. Donc c'est un rappel que comme malgré le fait qu'il soit réprimé tout ce temps-là, puis que peut avoir l'impression que c'est trop tard parce que justement sa vie est tellement comme pas figée dans le béton, mais justement il y a une famille et tout, puis ça va être plus difficile de faire son coming out. Mais c'est un rappel que il est jamais trop tard. Euh, Plus t'attends, plus ça va être rough et plus tu vas vivre avec les séquelles de tes années où tu t'es réprimé, mais il y a encore, il y a encore d'espoir. There's still time. Et donc ça finit un peu sur une note optimiste, ou en tout cas ouais, hopeful un peu, même si la fin du film est vraiment triste et comme. En tout cas, je suis ressorti de la salle en braillant ma vie, mais c'est ça, il y a un peu d'optimisme là-dedans et c'est ça. Oui.
En conclusion rapide de cette vidéo qui clairement va durer une demi-heure, j'ai beaucoup aimé le film. C'est un film que je savais que j'allais aimer au départ quand j'ai vu que c'était released. Euh, Puis justement, je pense que le fait que j'ai été lire un peu sur comme l'histoire, juste pour comprendre plus l'histoire, puis pas être tant perdu sur le c'est-tu le show télé, c'est-tu ce qui se passe là, puis comprendre un peu ce qui se passe, même si ça m'a spoilé, je pense, en tout cas pour moi, ça a été bénéfique parce que j'ai pu me pointer là en sachant qu'est-ce qui allait se passer, mais en étant justement focusé juste sur tout le reste qui est le plus important en fait dans ce film-là, tout le message derrière, puis l'ambiance, puis le ressenti. Euh, Puis c'est ça, ça m'a vraiment atteint beaucoup. Ça a été un film qui m'a vraiment marqué. Puis c'est un film qui est vraiment très polarisé en soi. Les gens disent oh mon Dieu, justement, ça m'a tellement marqué, ça m'a vraiment touché, j'ai beaucoup aimé. Ou les gens ressortent de là en disant j'ai pas encore compris, c'est une perte de temps, c'est un genre de fever dream qui fait pas de sens. Allez pas le voir. T'sais. Donc il y a pas d'entre-deux en fait pour ce film-là. Mais bon, c'est ça. Pour moi, ça m'a vraiment touché. Puis comme je sais que ça m'a touché justement, entre autres, à cause de tout ce lien-là avec l'allégorie trans et tout, mais je pense que ça peut toucher n'importe qui. Puis comme je trouve que c'est pour n'importe qui, je trouve ça intéressant de justement de le voir de ce point de vue-là parce que c'est de ce point de vue-là que le film est censé être vu. Mais ensuite de ça, ce qu'on prend personnellement du film, euh, on peut mettre de côté justement l'histoire trans, puis juste justement focuser sur le fait de toute cette dualité-là entre vivre authentiquement, mais vivre plein de défis aussi socialement pour le reste de ses jours, ou prendre la version facile et pas s'affirmer, mais se faire détruire de l'intérieur en fait. Puis ça peut s'appliquer, tu sais, c'est sûr que ça s'applique beaucoup aux personnes queer au niveau du coming out et tout, mais ça peut s'appliquer pour n'importe qui, pour n'importe quel aspect d'eux-mêmes qui ont peut-être réprimé un jour ou comme qui voulaient pas s'avouer à eux-mêmes. Puis en tout cas, je pense que beaucoup de personnes ont passé par là euh, de façon différente, à plus grande ou moins grande échelle. Mais je pense que ça peut toucher pas mal le monde si ils sont prêts à le recevoir. Vous me direz si jamais, parce que j'ai jamais fait de vidéo comme ça sur mon channel, si jamais ça vous a intéressé ou que vous avez trouvé que c'était un type de vidéo qui vous intéresse, ben dites-moi le, puis peut-être que je vais en faire d'autres. Je deviendrai clairement pas un channel de revue cinématographique ou quoi que ce soit, mais comme une fois de temps en temps, s'il y a des trucs qui me touchent vraiment, en tout cas, vous me direz si jamais ça vous a plu ou pas. Je vais finir ça là. J'espère que vous allez bien. Bye, à la prochaine vidéo.